Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, très gros morceau, et qui dit très gros morceau dit forcément invité de marque. Aujourd'hui, pour présenter les Nittany Lions de Penn State, je suis avec Robin. Salut Robin. Et salut Baptiste, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. On va parler de ta conférence, mine de rien, puisque oui, Oregon est maintenant en Big Ten. Donc voilà, c'est une équipe que tu vas être amené à connaître de plus en plus, sachant que vous jouez cette année en plus. Donc c'est une preview Ouais, qui te tenait à cœur de faire, quoi. exact. Globalement, je vais être à peu près sur toutes les previews de Big Ten, notamment parce que j'ai envie de savoir contre qui on joue. Et puis surtout, ça m'intéresse de savoir si on finira premier ou deuxième. Je dis ça alors quoi, on fait hier temps. Non, mais voilà, mais ça va être une saison intéressante pour Penn State. Baptiste, on a pensé quoi de l'année dernière de cette saison de Penn State? James Franklin, on sait qu'il y a des avis partagés. Voilà, c'était quoi ton avis sur la saison? Concrètement, si en début de saison, on leur avait dit qu'ils allaient être jusqu'en demi-finale nationale, je pense qu'ils auraient signé tous les jours. Il faut quand même être réaliste sur les ambitions de Penn State au départ. Ils ne faisaient pas partie pour les favoris pour le titre. Alors, c'était des underdogs, certes, mais ce n'était pas un des favoris pour le titre. Ils jouent une demi-finale contre Notre-Dame, qui se joue au cordeau, j'ai envie de dire. Donc, c'était quand même une belle saison. Et puis, je pense que c'est surtout le fait c'est le fait qu'il y a pas mal d'ingrédients qui étaient présents l'année dernière, qui sont de retour cette année, qui laissent à penser que cette saison 2024 elle est réussie. Moi, James Franklin, j'ai rien contre lui. Je pense que c'est pas un top coach, mais je pense pas qu'il y a besoin d'être un top coach pour remporter un titre national. Je pense que déjà être un très bon coach, chose qu'il est, c'est déjà très bien. Il a réussi à mettre en place on va dire, les pièces du puzzle pour aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, moi, en 2024, j'ai trouvé très bon. Il y a une seule défaite avant le match de Big Ten Conference, c'est contre Ohio State. Donc, tu veux dire, il n'y a rien qui est déconnant. Enfin, ils perdent contre Ohio State, Oregon et Notre-Dame. Je veux dire, tu perds pas contre Northern Illinois, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, il Ouais, n'y a mais rien de ça c'est désolant. après J'ai trouvé la saison très bien, quoi. le gros knock un peu qu'il y a sur James Franklin, c'est qu'il n'arrive pas à gagner les gros matchs. Et cette année, il a joué 3 gros matchs, il a perdu 3 gros matchs, mine de rien. Enfin, l'année de la saison 2024. Comme tu dis, Baptiste, une saison en 11-1 avec une défaite de 7 points contre Ohio State dans un match qu'ils auraient très bien pu gagner. Tout à Pareil, fait. Oregon, Tout à ils fait. perdent 45-37, ils sont pas loin du tout. Bon, il y avait voilà, il y a 9 points, mais 12 points, pardon. Non, 9 points. 8 Euh, points. 8 points. 8 points. Oh là, attention les maths. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ils sont pas trop loin non plus d'Oregon en finale de Big Ten. Et ils sont pas trop loin de battre Notre-Dame également en demi-finale. Donc encore une fois, ils sont pas trop loin. Et comme tu dis, ils ont pas mal de retours. Et finalement, c'est ça qui hype les gens. Et moi, Baptiste, je vais pas spoiler forcément la preview, mais pour moi, c'est un des favoris pour le titre. Moi, je vais même aller plus loin, Robin. Pour moi, c'est le favori numéro un pour le titre national. Ah, je suis d'accord. Bon, voilà, on spoil un peu. Moi, je suis d'accord aussi Il faut se avec mouiller de toi. temps en temps. Et pour moi, il y a vraiment voilà, le favori, c'est eux, parce qu'il y a plein d'éléments qui me laissent à penser que ça pourrait être l'année pour. On en discutera un peu plus tard. Mais voilà. Après, moi, les critiques sur James Franklin, je les entends tout à fait, mais il faut mettre aussi les choses dans le contexte. C'est-à-dire que sur ces 3 défaites-là contre Oregon, Ohio State et Notre-Dame l'année dernière, il y a ces 3 défaites s'il semble presque normal au vu des talents des deux équipes, etc. C'est-à-dire, c'est pas des 3 upsets, tu vois ce que je veux dire, Robin, c'est pas comme si ils étaient favoris de 10 points et ils perdent, quoi, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il faut quand même modérer, il faut toujours prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on dit sur les stats purs. Sur ces matchs, effectivement, James Franklin a tendance à perdre les gros matchs, mais sur combien de ces matchs-là il était favori? Pas tant que ça, je pense, au final. Donc c'est pour ça Exact, que tu vois, t'as raison. j'essaie de faire un peu son avocat, qu'on soit très clair. Mais voilà, cette année, elle sera charnière pour lui, ça c'est clair. Ouais, mais comme tu dis, année charnière, et je pense que assez similairement avec Ohio State cette année, quand ils ont remporté le titre, ils ont l'équipe qui est bâtie pour cette année-là. Là, Penn State, ils ont le retour de 65% de leur effectif. C'est top 3 en Big Ten, hein. Si on parle un peu des mouvements de la off-season, ils ont 65% des joueurs qui reviennent dans leur effectif global. Il me semble qu'ils ont une bonne dizaine, quinzaine de starters qui reviennent également, menés avec des joueurs, enfin, c'est pas non plus des petits joueurs qui reviennent. Baptiste Drouallard qui revient, c'est quand même du très très haut niveau en poste de quarterback.
Le duo de running back Nick Singleton et Ketron Allen, c'est probablement Le le meilleur double. duo de running back du pays, hein, faut être très clair. Hein. Ça, c'est 2 milliards de tous les jours. On ferme les yeux, milliards de chacun. Et ça, c'est acté. Ils ont 4 des 5 O-line qui reviennent. Ce qui, mine de rien, un collège football, toi qui as allez, on va dire 15 ans de collège football derrière toi, tu sais très bien qu'une O-line qui est performante, qui est ancienne expérience, ça gagne des matchs. Ça gagne des matchs. Ah bah, de toute façon, c'est sûr. Et puis, c'était une online qui fonctionnait déjà très bien l'année dernière. C'est toujours pareil. C'est si tu as des titulaires qui reviennent, mais ils puent la merde la saison d'avant, tu peux faire un peu la tronche. Là, pour le coup, c'est pas le cas. C'est déjà une attaque qui fonctionnait assez bien l'année dernière. Alors, il manquait quelques éléments et je pense qu'à l'intersaison, on est allé chercher ces éléments-là. C'était pas parfait, très clair. C'est très clair là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même au niveau offensif, il y a quand même tous les voyants qui sont ouverts. On a un quarterback qui est hyper expérimenté parce que Drew Allard, ça va être sa 3e saison titulaire, voire 4e, je crois. Donc c'est quelqu'un avec pas mal d'expérience. Mine de rien, tous ces matchs-là, l'année dernière, les finales du Big Ten, Championship, les matchs de college football playoff, etc., c'est quand même de l'expérience en plus pour lui. Il n'a pas toujours été très bon dans ces matchs couperés, mais je pense que ça va quand même lui servir. Et je pense quand même on est face à un joueur. Moi, j'aime bien Drew Allard. Alors, je sais qu'il crée un peu, comment dire, de la discussion. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui l'aiment moins, des gens qui pensent qu'il réussira par NFL, etc., etc. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est un quarterback qui te fait gagner des matchs de college football. Alors, il n'a pas énormément progressé depuis ses débuts, ça, je peux l'entendre. Mais au bout d'un moment, Trevor Lawrence non plus n'a pas beaucoup progressé, toute proportion gardée à ses débuts en college football non plus. Mais voilà, je pense que vraiment, c'est l'atout numéro 1, le retour de Drew Allard en attaque avec ce one-two punch en poste de running back qui sont qui extraordinaires. De toute façon, ce trio-là, ils sont là depuis 3 ans. On le savait, enfin un peu plus de 3 ans. On le savait que ça allait être vraiment cette année l'année charnière pour gagner le titre. Bah là, on y est. Donc voilà. Maintenant, il y a plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à. Et donc en attaque, ils ont des très bons joueurs qui reviennent. Globalement, ils ont 2 gros départs à Penn State. Quand j'ai dit 65% de l'effectif revient, il y a 2 gros départs. Il y a Abdul Carter, leur defensive end star, top 5 pick de draft. Très, très, très bon joueur. Et il y a Tyler Warren qui est parti également au premier tour de la draft cette année, le tight end, qui était toute leur attaque à la passe. Donc c'est-à-dire que l'attaque à la passe de Penn State, elle a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On en reparlera dans cette partie de review d'effectifs. Mais voilà, Baptiste, beaucoup de certitudes en attaque sur le running game, à la passe un peu moins. Et dans les mouvements d'intersaison, il y a voilà, la grosse arrivée, on va dire, qui n'est pas forcément une grosse arrivée de joueurs. C'est l'arrivée de Jim Knowles en coordinateur défensif qui vient d'Ohio State. Il était champion à Ohio State. Il revient en Pennsylvanie pour des raisons à la fois financières. Honnêtement, je ne sais pas si tu sais, Baptiste, 3,1 millions d'euros l'année. Enfin, 1 million de dollars. C'est le coordinateur le mieux payé de la ligue de loin. Mais il revient et pour raison familiale et également d'argent. Et ça, dans une défense de Penn State qui était déjà plutôt bonne, mine de rien, on est sur un coaching staff qui est rodé. On a James Franklin, Andy Kotelnicki qui est très très créatif en attaque, avec des joueurs qui connaissent déjà le système est bien rodé, et à l'arrivée du meilleur coordinateur défensif du pays de ces 20-30 dernières années. On est sur un coaching staff qui est prêt aussi à gagner. Ah, c'est clair. De toute façon, ils ont fait un all-in de manière globale, voilà, assez impressionnant. En plus, Jim Knowles, pour le coup, il arrive avec une défense qui fonctionne déjà très bien, qu'on soit très clair. C'est pas une défense qui était aux abois, bien au contraire. C'était déjà une des meilleures défenses du pays. Mais Jim Knowles, l'année dernière, Ohio State, c'était la meilleure défense du pays, aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que en récupérant Jim Knowles, ils veulent passer un cap à tous les niveaux. Et voilà, je pense que il a ce côté impact direct, Jim Knowles, dès qu'il arrive. Bah, moi, je l'ai bien vu avec Oklahoma State, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc je me fais pas de soucis, pour qu'il soit capable de. Il a fait progresser la défense de Duke quand il était. Il a fait progresser la défense d'Oklahoma State quand il était. Il a fait améliorer la défense de Ohio State quand il était. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas là, quoi. Donc moi, je me fais vraiment pas de soucis. Et ce recrutement-là, c'est typiquement un recrutement qui dit on vise le titre et seulement le titre. Et ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, pour les fans des Nittany Lions, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, carrément. Bah oui, c'est pas forcément pour nous qui jouons contre eux. Surtout, moi, je me souviens du dernier match de Jim Knowles contre Oregon, où il a bien mis la misère avec sa défense, où il a passé sa défense avec vraiment
un changement du tout au tout lors du match de playoff et ça a bien fait casser le plan d'Oregon. Donc voilà, c'est un mec qui est le meilleur coordinateur défensif du pays de loin. On a parlé beaucoup des retours des joueurs. Tu as parlé un tout petit peu du transfert. On va commencer par le recrutement en high school. Le recrutement en high school, on est sur la 19e classe du pays, selon 247. Donc, ce n'est pas non plus la classe du siècle. Ils ont un seul 5 étoiles, c'est l'intérieur OL Malakai Goodman, 19e joueur du pays, 5e intérieur O-line du pays. Ils ont 22 4 étoiles, 13 3 étoiles. Globalement, on est sur une classe qui est assez fournie en termes de joueurs. Et le talent reste là. C'est de la Big Ten, c'est une grosse équipe. Ça va recruter toujours bien. Ce n'est pas la classe la plus folle, mais voilà, des joueurs solides. Ils ont également Olesh. J'ai oublié son petit prénom, mais Olesh est le tight end, le 3e meilleur tight end du pays, qui va pouvoir aller mettre un peu du feu dans cette escouade de receveurs tight end qui est assez faible à mon goût en termes de profondeur. Puis voilà, ils ont également des joueurs en transfert. Baptiste, sur le portail des transferts, c'est la 41e classe. Donc, ce n'est pas une grosse classe, mais c'est des joueurs de grande qualité quand même. De toute façon, je pense que moi, je suis pas. Ces classements de classe de recrutement, je ne suis pas un hyper gros fan. Enfin, si tu es premier, c'est bien. Si tu es dernier, c'est pas bien. On est bien d'accord là-dessus. Mais moi, c'est surtout la question, c'est le pédigré moyen de tes joueurs, en fait. Moi, c'est plutôt ça que je regarde parce que quand on classe, en fait, plus tu as de joueurs, plus tu as des chances d'être haut classé. Et en fait, moi, ce qui me fait, c'est le average des recrutements, enfin, le classement de average des recrues. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont fait ça très bien. Et je pense que, de manière globale, le fait de ne pas avoir beaucoup pioché non plus sur le portail des transferts et même sur recrutement high school, ça montre aussi que l'équipe elle est déjà costaud. Il n'y a pas eu d'énormément de départs. Alors, il y a eu des départs à la draft, bien évidemment, mais pas énormément de départs non plus sur le portail de transfert. C'est-à-dire que c'est on a un noyau dur qui est resté. Et ça, c'est quand même très, très bon signe. Et puis surtout, le recrutement, il a été hyper intéressant. L'année dernière, Robin, c'était quoi quand même la grosse difficulté pour Penn State? Le poste de receveur. Et qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là? Du receveur. Et du receveur vraiment costaud en plus. Hein. Alors, il y a Trevor Payna, le receveur de Syracuse, qui fait un peu qui a le gros nom, mais je pense que c'est un énorme coup. Alors, il va falloir trouver de la chimie là-dedans. En fait, il y a 3 gros noms. Il y a Devontae Ross qui arrive de Troy, Kieran Hudson qui arrive de USC, et donc Trevor Et qui Payna était à Oregon avant. Oui, il était à Oregon. Putain, c'est vrai. Ouais. Comment ça se fait qu'il avait transfert d'ailleurs d'Oregon Je crois que c'était au départ en fait, ça fait très longtemps je crois qu'il était freshman sous la dernière année de Mario Cristobal. Ah oui, ça date un peu quand même. Il faudrait que je vérifie, mais il était loin. Enfin, ça fait longtemps. Donc c'est 3 joueurs qui devraient apporter directement une plus-value au niveau du poste de receveur. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est typiquement le recrutement intelligent avec des joueurs qui viennent un peu d'horizons différents, du power fort pour Hudson et Pena, mais aussi du group of six maintenant, on va appeler ça comme ça, pour Ross qui vient de Troy, mais qui sort d'une grosse saison. Donc c'est du recrutement hyper intelligent. Et puis voilà, ils ont vu que le gros problème en attaque, c'était les receveurs. Ils ont fait le nécessaire. Donc moi, je suis assez hypé par tout ça, quoi. Ouais, et mea culpa, pardon, je confonds avec Chris Hudson, qui n'est pas du coup Kyron, qui lui était à Oregon, mais Kyron Hudson n'était que à USC. Ok. Il était que à USC et il revient, il revient après une saison c'est quand même des bonnes stats, 3 touchdowns, 462 yards à la réception, 38 réceptions. C'est un joueur qui a fait quand même des bonnes choses, mais il arrive avec, on va dire, Trevor Peña de Syracuse, qui est le grand nom, comme tu l'as dit. En plus, pareil, niveau défensif, je pense qu'ils ont rajouté quelques touches par-ci par-là. Je crois qu'il y a Owen Waffle, c'est ça, qui arrive de Michigan, et Enai White au poste de Edge qui arrive de Texas A&M. Donc pareil, c'était des petites touches par-ci par-là pour compléter un peu tout ça. Et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir l'un des effectifs les plus complets. Avec de l'expérience, parce que les transferts, ils amènent de l'expérience. Les starters amenaient de l'expérience déjà. Et donc, tu te retrouves, comme tu dis, Baptiste, avec un effectif qui est prêt à gagner. Et si tu veux bien faire cette petite review d'effectifs. Tout
à fait. Alors, on va commencer donc par le quarterback, bien évidemment. Vous le connaissez maintenant, Drew Allard. Donc, il est senior maintenant. C'est un des meilleurs quarterbacks du pays. L'année dernière, c'était plus de 3 milliards à la passe pour 24 TD et 8 interceptions. Donc, des stats tout à fait intéressantes. Le duo de running back Singleton et Allen, qui est probablement le meilleur duo de running back du pays, qu'on soit très clair. Au niveau des postes de receveurs, voilà, comme je vous ai dit, je vous ai donné les 3 noms. Ça devrait être eux qui devraient être les cibles numéro 1 de Douala. Au poste de tight end, par contre, c'est vrai que Tyler Warren, la perte de Tyler Warren va être un gros manque à gagner, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis pour Penn State. Ça va être Khalil Dickens, voilà, qui prend sa suite, un tight end qui est assez expérimenté. Il est déjà senior, donc voilà. Donc je pense qu'il devrait faire le taf. Alors ne vous attendez pas des stats à Warren l'année prochaine, mais c'est pas très grave. Le but c'est qu'il soit, je pense, plus présent au niveau du bloc. On va voir ce que ça va donner. Andrew Lesh, qui était l'un des meilleurs recrues tight end du pays l'année dernière, pourrait vous jouer un peu. On va voir. Hein. C'est toujours parfois un petit peu compliqué de passer senior à titulaire, senior en high school à titulaire en CFB, en tout cas jouer en CFB. Donc on va voir ce que ça va donner. Au poste donc de la ligne offensive, on a dit 4 des 5 starters sont de retour. Seul petit nouveau, a priori, ça devrait être Cooper Cousins au poste de guard droit. Sinon, voilà, Drew Shelton au niveau du poste de left tackle, Johan au niveau du poste de left guard, Nick Dawkins le center, au niveau du poste de right tackle, Anthony Donko. Donc c'est plutôt bien. Au niveau de la défense, alors pareil, pas mal d'expérience, malgré le départ d'Abdul Carter. Dennis Sutton va essayer de prendre un peu sa place comme l'un des meilleurs pass rushers du pays. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on connaît la capacité qu'a Penn State à former des edges, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, c'est pareil, je me fais pas trop de soucis. C'est la grande lignée, c'est les mérovingiens là. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Alors, au niveau de l'intérieur de la ligne, c'est peut-être là où le bas blesse. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas d'énormes prospects ou d'énormes joueurs là-dedans. Voilà, c'est peut-être là où le bas blesse au niveau d'effectifs, notamment défensifs. J'en suis au linebacker. Donc, Tony Roras sera le pilier, on va dire, de cette défense-là. Mais voilà, toujours de la qualité. Pareil, peut-être un peu manque de profondeur à ce poste-là. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, la grosse force, ça restera, je pense, les DB, hein, avec pas mal de retours. Poste de safety, on va voir ce que ça va donner. Mais s'il y a bien un poste qui progresse avec Jim Knowles, c'est bien les safety, c'est bien la secondary. Donc là, pareil, je me fais absolument pas de soucis pour eux. Jim Knowles, c'est vraiment un super coach de secondary. Donc voilà. Donc je pense que je me fais aucun problème là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'effectif, pardon, Rob? Non, globalement, comme tu l'as dit, c'est un effectif qui a de l'expérience. Il y a des gros noms, on va dire, à chaque escouade. Et ensuite, c'est de la profondeur et c'est des joueurs qui, personnellement, nous, on ne les connaît pas trop. Moi, c'est vrai que je connais les stars, entre guillemets, de cette équipe. Je ne suis pas allé en profondeur pour aller chercher le reste. Mais effectivement, on est sur une équipe de très, très grande qualité avec des très bons joueurs à monitorer. Et ils ont un calendrier qui, en termes de facilité, on est quand même pas mal. Enfin, c'est pas le calendrier le plus compliqué du siècle. Non. Alors, je vais vous faire le petit récap du calendrier si c'est OK pour toi, Rob. Alors, on va commencer par 4 matchs à domicile, mais il n'y en a rien de suite. Alors, les 3 premiers, c'est des matchs out of conference. Donc, on a Nevada, Florida International et Villanova. Donc, très clairement, ça va être 3-0. Villanova, c'est une FCS, hein, donc pas de souci. Les choses sérieuses, très sérieuses, commencent avec la venue d'Oregon le 28 septembre. Donc, ça, c'est déjà l'un des énormes chocs de cette saison en college football. Après, il y a déplacement à UCLA, Northwestern à domicile, déplacement à Iowa, déplacement à Iowa State, Indiana à domicile, déplacement à Michigan State, Nebraska à domicile et déplacement à Rutgers. Honnêtement, dans une Big Ten qui s'est quand même globalement renforcée avec l'arrivée d'Oregon, Washington et USC et UCLA, je trouve que c'est quand même un calendrier qui est largement abordable. Oui. Il y a deux matchs qui vont être très compliqués, contre Oregon à domicile et un déplacement à Iowa State. Et le reste, attention, Iowa aussi, à Iowa. Ouais. Moi, je considère que, je vais t'expliquer mon point de vue, c'est qu'Oregon se déplace
à Happy Valley, du coup, qui est 100 000 personnes, pendant le whiteout, pour un QB qui aura moins d'expérience, ça va être Dante Moore, etc. Une équipe globalement très très jeune, il n'y a que 4 starters qui reviennent. C'est, même pas starter 2. C'est une équipe qui est très jeune, très impressionnable, je pense. Dans un whiteout en 5e semaine, et Penn State reviendra d'un bye week. C'est que Penn State a un bye week avant, donc il joue le 28 septembre. Le match contre Villanova, une FCS, c'est le 13. Mine de rien, ils ne vont pas préparer grand-chose contre Villanova. Ils vont préparer Oregon pendant 3 semaines. 3 semaines, presque un mois même. Et donc, ça fait... Voire même toute la saison, hein, parce que Nevada, Florida International, Villanova, tu n'as même pas besoin de presque de les préparer, ces matchs-là. C'est ça. Et globalement, je considère que le match d'Oregon, il est gagné. Moi, quand j'ai fait la preview d'Oregon, je considérais qu'il était perdu. Peut-être une surprise, mais on n'est pas favori dessus, ça c'est sûr. Ça sera 1h30 du matin, vous allez pouvoir vous régaler, ça sera sur NBC. Donc je considère que le plus gros défi, ça va être ce 18 octobre, 1er novembre, où ça sera contre Iowa, qui va être une bonne équipe cette année, et ensuite Ohio State. L'avantage, c'est qu'il me semble qu'ils ont un bye week entre Iowa et Ohio State. Encore une fois, ils ont bien fait leur calendrier. C'est ça. Mais je pense que ça va être ces 2 gros matchs qui vont être plus durs. Effectivement, le match contre Ohio State, toujours compliqué. Mais ne pas oublier Iowa dans le calendrier. En revanche, Baptiste, on est d'accord pour dire que c'est un potentiel de 12-0, 11-1, le plus, mais moins bon scénario, je pense. Enfin, 12-0, c'est toujours compliqué, hein, qu'on soit très clair, hein, parce que il faut naviguer entre une saison qui est longue, voilà, parfois des sauts de concentration, parce que Nebraska à domicile, ça pue le match piège aussi quand même, tu vois, la fin de saison approchant, enfin voilà. Mais ouais, après, tu sais, nous, Oregon, on l'a fait en première année de Big Ten, un 12-0, voilà. C'est vrai. Enfin, après, si c'est pour le saut de concentration, si tu vas au Rose Bowl, c'est encore pire, quoi. Oh là là, tout de suite les grands mots. Donc oui, 12-0, ça me semble un objectif qui est entendable. Mais je vais les donner en 11-1 parce que je pense quand même que le déplacement à OSU, ça va être compliqué. Parce que c'est typiquement le genre de match où il a toujours eu du mal. Mais paradoxalement, je pense que une défaite en saison régulière, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver, en fait, d'une certaine façon. Tu vois, de remettre un peu les pendules à l'heure. Je pense que, par exemple, la défaite, pour parler des Buckeyes, je pense que la défaite contre Michigan juste avant les playoffs, c'était la meilleure chose qui soit arrivée à la saison des Buckeyes, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire que ça a un peu valeur d'alarme et de dire, OK, il faut que les gars, il faut qu'on se réveille, il y a du talent, mais on n'a pas fait le nécessaire pour se rendre des matchs faciles. Et je pense que Penn State, ils auront peut-être besoin de ça pour aller au bout. Parce que, voilà, on l'a dit, Robin, pour moi, c'est le favori cette année au titre national. Ça serait le premier titre national depuis 85, je crois. C'est quand même une éternité, hein, pour un programme comme Penn State qu'on voit quand même souvent tout en haut des classements de recrutement ou même des classements à la people en début de saison. Donc voilà, donc moi j'en fais les favoris numéro 1 et je vais leur pronostiquer un 11-1 sans irrégulière. Voilà. Et ben, moi aussi, je vais pronostiquer un 11-1. Je pense qu'il y a le potentiel du 12-0. Il y a 2 gros matchs, Iowa et Ohio State. Oregon également en 3e gros match. Après, ça, je ne dirais pas que c'est une partie de plaisir, mais c'est des adversaires qui sont censés gagner en grand favori. Comme on l'a dit tous les deux, c'est mon favori pour le titre national. Je suis assez étonné d'ailleurs dans le classement de pré-saison que Ohio State soit devant Penn State. Je suis très très étonné aussi. Hein. Pour moi, c'était Texas, Penn State 1, Texas 2, quoi. Et après, voilà. Moi, il y a une seule équipe où j'entendrais de les mettre devant, c'est Clemson. Parce que Clemson a finalement à peu près les mêmes arguments que Penn State. Je dis à peu près, attention. Avec un quarterback hyper expérimenté qui est de retour, etc. Mais j'ai du mal à mettre Ohio State devant eux, à cause notamment, Julian Selling, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais voilà, il n'a pas encore lancé une passe en tant que titulaire, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Et voilà, ça va être une saison super intéressante, en tout cas de notre point de vue. Les fans des Nittany Lions, mine de rien, vous allez être plutôt contents cette année, je pense. Et ça va faire une très très belle saison.
il y a des chances que je sois au match Penn State-Ohio State le 1er novembre. Oh, ça c'est cool. Ça. Au Chou, j'ai été invité par ma famille, une de les. Enfin bref, tout le monde sait, j'étais en famille d'accueil. Il s'est marié avec quelqu'un de l'Ohio. Enfin, j'étais en famille d'accueil dans l'Oregon. Il s'est marié avec quelqu'un de l'Ohio. On se retrouve avec maintenant des liens avec des gens dans l'Ohio qui ont des abonnements en season ticket. Et donc, potentiellement, moi, j'étais invité pour revenir. Est-ce que j'aurai les congés? Est-ce que j'aurai l'argent pour prendre le billet d'avion juste pour aller pour une semaine? Mais ça peut être dans les plans. Donc, je serais très content d'avoir le numéro 1 contre le numéro 2, potentiellement, si la saison avance bien. Ah, c'est clair que c'est une des affiches voilà, un peu mythiques hein, de ces dernières années. Hein. On sait que c'est souvent des matchs quand même au cordeau. Et puis voilà, je pense que c'est. Je pense quand même que Penn State aura à cœur de montrer qu'ils ont progressé sur ce match-là en disant voilà, on est aussi favori, on est capable de gagner ces matchs-là. Ça sera une bonne valeur de test, mais déjà, en tout cas, la réception d'Oregon, parce que pareil, tu dis on est donné perdant, mais vous avez tout à gagner finalement dans ce match-là. Et eux, ils ont tout à perdre d'une certaine façon. Donc voilà, donc c'est la première fois qu'ils seront dans la position du chassé plutôt que du chasseur, j'ai envie de dire, Penn State. On va voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. C'est ça, c'est peut-être là où je mettrais un peu une astérisque à mon prono de favori pour le titre national. C'est peut-être là. C'est que c'est la première fois qu'ils ont vraiment une pancarte dans le dos. D'habitude, tu vois, c'est Michigan, c'est Ohio State, c'est Alabama, c'est Georgia. Non, cette année, pour moi, et je pense pour beaucoup d'équipes, c'est Penn State. Donc à voir comment ils sont capables de réagir à ça. Exactement. Eh ben écoute, je pense qu'on peut finir sur ça. Le titre, ça sera certainement Penn State, favori pour le titre, point d'interrogation. Et vous allez pouvoir nous le dire. Et en tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi, Baptiste. Ça faisait très longtemps. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. De toute façon, on se revoit en semaine 2, quoi qu'il arrive. Oui, on pronostiquera. Oulala, avec oulala. plaisir. Avec plaisir. Merci, écoute, merci Rob en tout cas. Et bonne écoute à tout le monde. Salut, bisous tout le monde.